Bien, merci d'être présent. On va commencer tout de suite parce qu'il faut respecter les horaires. La session s'intitule « Comprendre autrement les crises ». On essaye, dans ce cadre de cette session, de faire preuve d'originalité, parce que d'un côté, on a l'approche standard en économie, qui est toujours située autour du théorème du point fixe et de l'équilibre général, donc une difficulté à comprendre les crises. À côté de ça, il est vrai que les approches hétérodoxes, ce sera abordé tout à l'heure, ont souvent une vision un peu eschatologique des crises, c'est-à-dire qu'on pense que la crise est toujours la dernière et que ça va être la fin du monde. Donc, l'objet de cette session, comprendre autrement les crises, c'est d'essayer d'apporter un autre regard et de proposer ce que j'ai appelé une nouvelle approche cliométrique des crises. Alors, qu'est-ce que c'est que la cliométrie? C'est l'analyse de l'histoire à partir d'outils et de modèles économiques enrichis d'applications économétriques. Donc là, on veut faire œuvre d'innovation parce qu'on veut essayer de lancer une deuxième gâchette, je dirais, de la cliométrie en mobilisant d'autres modèles théoriques qui sont issus de l'économie de la complexité et, d'autre part, de l'analyse des systèmes complexes. Et également insister sur le fait que, comme les crises sont sujettes à de très fortes fluctuations, alors il faudrait un cadre approprié, et ce cadre devrait être plutôt un cadre non linéaire. Alors, quelle définition de la crise est-ce que l'on peut retenir? Alors, il y a de multiples définitions. Il est évident qu'on ne va pas aborder une thématique psychologique au sens de crise existentielle, ça va de soi, mais on sait aussi que dans d'autres registres, une crise, ça peut désigner un cataclysme, voire un déclin total de société. Alors on sait que dans l'histoire, il a existé un déclin des empires, incas, romains, égyptiens, on a plein d'exemples. Et donc ça pose la question, dans l'histoire, d'une théorie, la possibilité d'une théorie de l'effondrement. Est-ce qu'il existe une science du pire? Alors nous sommes servis pour ce genre d'interrogation par le fait que, très récemment, alors ce sont des gens qui se disent chercheurs indépendants ou en lien avec les associations, j'ai entendu qu'il y avait un courant, on va appeler ça comme ça, nouveau, qui s'appelait la collapsologie. Un collapse en anglais, tout le monde voit ce que ça veut dire. Et donc qui défend des thèses un peu catastrophistes et une théorie de l'effondrement, qui mêle plusieurs aspects: crise monétaire, crise financière, chômage, pollution, réchauffement climatique. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Alors, ça fait songer un petit peu, parfois, vous savez, au docteur Philippillus, le prophète dans Tintin, qui nous dit « c'est le châtiment, faites pénitence, la fin des temps est venue ». Mais comme tous ici, vous avez lu et vous connaissez Tintin, vous savez que, en réalité, la fin du monde est remise à une date ultérieure, donc on est un peu sauf. Alors, dans cette session, on ne vous donnera pas la date, bien évidemment, mais ce qu'on veut faire, c'est essayer de puiser dans les méthodologies existantes des moyens de mieux comprendre des mécanismes de crise. Alors, quelle sera la définition de la crise que nous allons retenir? Une définition à minima qui agrée tous les économistes, disons, à savoir contraction persistante de tous les indicateurs économiques dans un climat de défiance généralisée qui auto-entretient la dépression. Et la crise financière, chute des cours des actifs, joue souvent le rôle de déclencheur de cette crise réelle. Je dis souvent, pas tout le monde. Et la crise réelle, c'est quoi? C'est contraction de la croissance, hausse du chômage. Donc, les interventions, je vous ferai un topo autour de 3 slides, centrés sur les apories d'une histoire sans théorie ni économétrie. Je vous présenterai 3 slides où, très souvent, on instrumentalise, ou certains instrumentalisent l'histoire et lui font dire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas le droit légitimement de dire. Cécile Bastidon, ici présente évidemment, de Toulon, passera en revue les leçons qu'on a apprises des approches hétérodoxes des crises. Pablo Jensen, ici à mes côtés, apportera un regard de physicien. Alors Pablo fait partie de l'ICSI, Institut des sciences complexes au sein de l'ENS Lyon. C'est un physicien, donc il nous apportera un regard de physicien. Alors je dois dire que Pablo a favorisé la création d'une équipe qui s'appelle CAC, Cliometrics and Complexity, que je dirige avec cette idée d'essayer d'approfondir la mesure et la connaissance de l'histoire à partir d'outils, donc de la complexité, et notamment de la physique. Alan Kirman nous parlera des fondements de la complexité en économie, et enfin, Francesco Magris terminera par une analyse des perspectives d'une théorie du chaos dans l'histoire, donc mêlant des approches de macrodynamique à l'analyse historique. Bien, alors moi je vais aller très rapidement, à partir de 3 graphiques, illustrer ce qu'il ne faut pas faire, à mes yeux, en histoire.
Et pour ça, je vais partir de 3 slides d'un ouvrage qui a été fameux, qui a eu un retentissement célèbre. Il s'agit de 2 profs de Harvard, donc a priori véritablement intouchables, Reinhardt et Rogoff. Ils ont, ils ont remporté tous les concours de beauté, pourrait-on dire, hein, pour être là où ils sont. Ils ont écrit en 2009 un ouvrage qui s'appelle This Time is Different, bien, et dans lequel ils vont, promouvoir une histoire qu'ils appellent Decidedly Empirical, résolument empirique. L'idée, c'est qu'il suffit de laisser parler les données, et que les données historiques vont parler d'elles-mêmes. Ils vont donner l'illusion qu'on peut apparier librement différentes séries, et que, de là, la vérité naîtra de ces séries. En fait, ce qu'ils font dans cet ouvrage, c'est très contestable, et avec Pablo, justement, on avait développé une analyse critique de cette approche dans la revue La Recherche, hein, sur des problèmes de preuves scientifiques qui faisaient défaut dans leur démarche. Leur analyse, que je vais illustrer à travers mes 3 slides, c'est qu'elle suggère des liens qui sont non testés économétriquement, premièrement, que parfois, quand on apparie 2 séries ensemble, il se peut que les liens présupposés implicitement soient infondés théoriquement, ce qui fait que ça n'a aucun sens théorique que de présenter cela. Et pour conclure l'affaire, en se basant sur des données appariées librement qui peuvent biaiser la réalité, il s'avère que parfois, ceux-ci sont utilisés pour faire des recommandations de politique économique. Et vous savez qu'il y avait eu un débat très fort autour de Reinhardt et Rogoff, puisque leurs recommandations de politique économique étaient, eh bien, pour résoudre la crise actuelle, hein, seule l'austérité apparaissait comme la mesure. Donc je vais vous l'illustrer à partir de, donc très contestable, et ce qui a été contesté, à partir de 3 graphiques. Et je vais aller très vite. Là, ici, dans ce graphique, les auteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à illustrer un lien qui naîtrait spontanément de l'observation des données entre mobilité du capital, c'est-à-dire liberté des mouvements de capitaux, et survenance de crises. Alors ici, vous voyez, les crises sont en bleu, les épisodes de crise bancaire sont en bleu. Crise bancaire, ça veut dire soit elles font faillite, soit il y a des défauts de paiement, hein, qui se produisent. Là, il faut que ces crises perdurent au moins 3 ans, hein, depuis le début du 19e siècle, d'accord, depuis 1800. Et donc, ils tracent ces courbes. Ils en déduisent qu'il y aurait un lien entre la liberté des mouvements de capitaux, le fait de libéraliser les mouvements de capitaux, et l'apparition de crises. Bon. L'indicateur qui est retenu, qui est Index of Obstfeld-Taylor, c'est un indicateur qui rapporte les entrées de portefeuille dans les pays, rapportées au PIB de ces pays. Donc c'est une mesure synthétique de la contribution de la liberté des mouvements de capitaux, des entrées de capitaux, d'accord, dans un pays, à la production de richesse dans ce pays. Et donc ce serait, selon eux, porteur de crise. Alors vous voyez que, bon, alors il n'y a pas de test économétrique là-dessus, vous voyez qu'il y a des points, les 2 courbes montent ensemble, parfois elles descendent ensemble, mais vous avez plein de points qui ne correspondent pas à cela. Il faut savoir que d'autres avant eux ont eu 10 ans avant eux, Bordeaux et Eichengreen, notamment qui sont 2 kilomètres connus, ont eu des conclusions exactement inverses, notamment disant que sous les talons or, eh bien, on avait une parfaite liberté des mouvements de capitaux, on n'a pas connu de crise bancaire. Bon, donc c'est pas évident. Deuxièmement, donc pas de test économétrique pour le premier. Là, des affirmations qui reposent sur des liens infondés théoriquement. Les auteurs, Reinhardt et Rogoff, établissent un lien entre l'inflation et les défauts sur la dette extérieure. Et alors, qu'est-ce que ça suggère, subliminalement? Et on voit que ça croît à peu près, il y a des vagues où ça varie à peu près ensemble. L'idée, c'est de dire que peut-être que si on trouve que les pays qui ont beaucoup de dettes connaissent aussi beaucoup d'inflation, peut-être qu'on peut supposer que l'inflation est un moyen de réduire la dette. C'est ça l'idée implicite qui prévaut dans ces travaux. Le problème, c'est que c'est juste dans certains cas et faux dans d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont émis de la dette dans leur monnaie peuvent avoir intérêt par l'inflation à réduire le montant de leur dette, mais ceux qui sont dans l'incapacité, parce que les marchés internationaux refusent la monnaie, d'émettre de la dette publique dans leur monnaie et sont obligés d'émettre de la dette publique dans une devise étrangère, ceux-là ne peuvent recourir, c'est infondé que de dire qu'ils peuvent recourir à l'inflation pour réduire leur dette, au contraire, ça va alourdir leur dette. Donc, cette présentation n'a aucun sens
théorique. Et pourtant, elle est présentée comme étant une évidence historique. Donc ça ne va pas. Dernière chose, pour illustrer les apories d'une histoire sans théorie, ni méthodologie, ni économétrie, eh bien, quand on se sert de ce genre d'appariement libre de données, n'est-ce pas, pour en déduire des recommandations de politique économique. Ça, c'est le tableau le plus fameux de Reinhard Herogoff. Qu'est-ce qu'il déduit? Qu'est-ce que vous voyez? En abscisse, vous avez il y a un échantillon de 20 pays. Les pays vont être décomposés selon le niveau de la dette sur PIB. Vous avez certainement entendu parler, 30%, entre 30 et 60, 60-90, et au-delà, les pays qui ont un niveau de dette publique sur PIB supérieur à 90%. Vous voyez qu'il y a un décrochage très net. À la droite du graphique, c'est les pays qui ont un niveau de dette sur PIB supérieur à 90%. Vous voyez que les histogrammes, ce sont les niveaux de croissance. On se focalise là-dessus, on ne s'intéresse pas à l'inflation qui est un graphique. Quelle est la conclusion implicite de ces auteurs? De ces graphiques, on peut inférer une logique entre dette publique, niveau de dette publique et croissance. En clair, si vous voulez retrouver de la croissance, eh bien, il faut repasser en dessous des 90% de dette sur PIB. D'accord? Voilà un exemple de conclusion hâtive de politique économique. Alors, Pablo et moi, on a illustré, et on n'est pas les seuls, à avoir montré que ça reposait sur une erreur statistique. Cette erreur il y avait un oubli, alors qu'on avait, dans la recherche, on avait indiqué des erreurs bien choisies, car comment est-il possible d'oublier dans un échantillon de 20 pays, 5 pays, à point nommé pour ramener une croissance moyenne? Quand vous corrigez les données à partir des données réelles, vous observez une relation certes décroissante entre croissance et PIB, mais qui n'a pas la même signification. Néanmoins, les auteurs ont persisté en disant que ça ne modifiait pas en profondeur leurs travaux, c'est-à-dire que si on voulait retrouver de la croissance et une croissance plus forte, il fallait réduire le niveau de dette sur PIB. Là encore, c'est très critiquable. Donc ce que j'ai voulu présenter, c'est les apories d'une histoire sans fondement théorique, sans économétrie. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Cécile Bastidon qui va vous exposer ce que l'on a appris de l'analyse hétérodoxe des crises. Voilà. Merci. Merci. Alors donc, sur ce que nous avons appris de l'approche hétérodoxe des crises, la première question à laquelle il faut répondre, c'est ce qu'est une approche hétérodoxe. Nous savons tous ce qu'est une approche orthodoxe. Dès qu'on admet la possibilité d'échec de marché, on sort de l'orthodoxie pure. Est-ce que pour autant c'est suffisant pour définir un courant de pensée hétérodoxe? Ce n'est pas évident. Le petit échantillon de collègues que j'ai testé sur la question est très loin d'être unanime. Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de balayer différentes définitions de l'hétérodoxie, en commençant par la définition que je qualifierais de la plus banale, c'est-à-dire celle qui est la plus fréquemment entendue, celle du débat médiatique, en commençant en fait par parler de ce que sont les sciences économiques aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la plupart des publications sont formalisées, c'est-à-dire qu'en fait, visuellement, en apparence, dans un article dans le domaine des sciences économiques, il y a plus de maths que dans un article dans le domaine de la physique. Je parle sous le contrôle du physicien, en apparence, visuellement. Alors si on dépasse ces apparences, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces papiers formalisés peuvent se diviser en deux catégories. On a ce qu'on appelle des modèles théoriques, et donc les modèles théoriques ont pour objet de spécifier des blocs d'équations qui décrivent des relations entre les variables économiques, une fonction de consommation par exemple, où la consommation dépend du revenu. Et on a un deuxième type de travaux qui sont des travaux économétriques, dans lesquels à partir des données, on va chercher à vérifier dans quelle mesure, dans quelles conditions, le modèle théorique est vrai, quelles sont les valeurs des paramètres. Voilà. Alors, cette distinction n'est pas anodine, hein, nous y reviendrons aujourd'hui. L'une des choses qui m'a frappée en fait en préparant cette présentation, c'est qu'en économie, on a tendance à employer le terme empirique comme synonyme d'économétrique. En fait, c'est complètement différent parce qu'en fait, ça reviendrait à dire que quand on fait de l'économétrie, on part des données pour en inférer le modèle, alors qu'en réalité, il existe toujours un modèle sous-jacent. Alors, revenons à la question de l'hétérodoxie. Dans le débat médiatique, en règle générale, on comprend l'hétérodoxie comme une contestation de l'approche formalisée, l'approche formalisée elle-même étant assimilée à un corps d'hypothèse qui serait plutôt un corps d'hypothèse d'inspiration néoclassique. Et ce qui vient encore
je dirais, complexifier le débat, c'est que l'hétérodoxie est multiple et donc elle peut apparaître comme une nébuleuse. Alors ça, c'est pour la définition, disons la définition qui est celle du débat médiatique. On va recentrer un peu maintenant en s'intéressant à l'hétérodoxie, cette fois dans la littérature académique. Alors, dans la littérature académique, et bien évidemment, ensuite, je vais vous donner des illustrations concrètes. Donc, l'hétérodoxie n'est pas une approche quantitative, c'est plutôt une remise en cause de certaines hypothèses. En fait, un modèle, naturellement, n'est ni orthodoxe ni hétérodoxe en soi, tout dépend des hypothèses sur lesquelles il est formulé. Et par ailleurs, l'hétérodoxie n'est pas non plus une approche anti-marché. C'est même, dans certains cas, une approche qui est authentiquement réformatrice, dans la mesure où certains courants de pensée hétérodoxes ont pour objectif, de manière très explicite, de formuler des recommandations de politique économique. En réalité, ce qu'est l'hétérodoxie, c'est véritablement une approche qui est une approche alternative, dans laquelle on va prendre en compte les dimensions sociales et historiques des phénomènes économiques, alors que la littérature orthodoxe peut des fois donner une véritable impression de hors-sol, en réalité. Un autre point important, c'est qu'on va prendre en compte les effets des décisions individuelles et leur interaction avec le collectif. Alors là-dessus, un exemple très concret sur lequel nous reviendrons, c'est qu'un agent économique qui s'endette ne prend évidemment pas en compte l'effet de sa décision sur l'endettement au niveau macroéconomique, au niveau national. Et pourtant, quand celui-ci devient massif, il peut en résulter une crise financière et économique qui sera extrêmement grave. Voilà. Et donc ces deux points, en fait, la prise en compte de la dimension sociale et historique d'une part, et puis l'interaction entre l'individuel et le collectif, peuvent être considérés comme une forme de plus petit commun dénominateur des approches hétérodoxes. Alors, pour la suite de cette présentation, je vais focaliser sur un courant de pensée, en particulier sur certains auteurs, qui sont les auteurs de l'école de la régulation, qui est une école hétérodoxe, qui est un courant d'économistes français. Et donc, l'une des contributions les plus connues de l'école de la régulation, c'est la caractérisation justement de ce qu'on appelle des modes de régulation. Et donc un mode de régulation est un compromis social, en fait. Le taylorisme et le fordisme, par exemple, qui en sont les illustrations les mieux connues, expliquent deux périodes de forte croissance dans l'histoire économique du XXe siècle. Donc, l'organisation industrielle tayloriste permet pour la première fois dans l'histoire la production de masse, mais cette production de masse appelle à terme la consommation de masse, qui, elle, n'est réalisée que dans une organisation fordiste. Et donc la prospérité perdure dans ce type de théorie économique tant que la balance des contradictions est équilibrée par une forme de compromis social. Et une fois que ce compromis social s'épuise, survient la crise qui est annonciatrice elle-même d'un nouveau mode de régulation. Alors, qu'est-ce qu'une approche hétérodoxe des crises? Nous allons focaliser maintenant sur un épisode de crise extrême que tous nous connaissons bien, qui est la crise financière de 2007, du moins celle qui a commencé en 2007. Et donc nous allons examiner deux explications possibles de cette crise. Alors dans la littérature, en fait, on a deux courants. Donc on a un courant qui ferait état d'une explication qui serait de type signe noir, donc je vais l'expliquer en détail, qui est plutôt un courant orthodoxe naturellement, et le courant hétérodoxe, lui, est focalisé sur une explication en termes de risque systémique. Alors le signe noir, pourquoi ce terme? Donc c'est un terme qui apparaît dans le titre d'un article de Taylor et Williams qui paraît au tout début de la crise, en 2009, pour caractériser en fait la crise très aiguë des marchés interbancaires dans les débuts de la crise financière globale. Et donc le terme n'a pas été inventé par Taylor et Williams, en fait il est repris du titre d'un ouvrage, qui est un ouvrage qui est écrit par un mathématicien qui a très largement dépassé le domaine académique pour être... à cette époque-là, on le trouvait absolument partout. En fait, en 2008-2009, on le trouvait par exemple dans les boutiques des aéroports. La diffusion a été extrêmement large. Alors, en fait, le signe noir, c'est une position qui consiste à dire qu'il est impossible de prédire les crises, que la connaissance du passé n'améliore pas notre capacité à prédire les crises, parce qu'en fait, il ne s'agit pas ici d'une mauvaise connaissance des phénomènes économiques, mais de l'impossibilité radicale de prédire les crises.
Et donc, dans ces conditions, c'est une erreur de penser que l'étude des crises précédentes va nous permettre de mieux caractériser la crise qui viendra. 2 minutes, mon Dieu, c'est une catastrophe. Donc je vais précipiter les choses. Voilà. Et au contraire, donc le risque systémique consiste à dire que la crise résulte de fragilités endogènes du système, que ces fragilités vont progressivement s'aggraver, et que connaissant le processus d'accumulation des fragilités, nous aurons la capacité à mieux prédire les crises suivantes. En détail, donc cette notion de risque systémique, je pense qu'il est nécessaire de revenir à sa définition, donc qui a été fixée par Michel Aglietta au début de la décennie 90. C'est une notion qui est aujourd'hui tellement communément admise que je suis persuadée que nous avons tendance à en relativiser l'originalité au moment où elle a été formalisée. Et donc le risque de système, de manière très précise, en fait, a 2 composantes. La première composante, c'est la contagion. Donc, on quitte les marchés qui sont les marchés les plus risqués. Ça, c'est la version la plus simple de la contagion. Le deuxième volet, c'est qu'en fait, les spéculateurs achètent sur les marchés où les prix montent, et bien évidemment, quand le mouvement se retourne, les spéculateurs vont quitter ces marchés-là. Donc ici, on a un phénomène qui est auto-entretenu. La contagion, par contre, n'explique pas le déclenchement de la crise. Et ici, c'est à la notion de risque intrinsèque qu'il nous faut faire appel, et en particulier ce qu'on appelle l'interaction du cycle du crédit et des prix d'actifs, c'est-à-dire le fait, pour aller rapidement, que les hausses de prix, en particulier sur les marchés d'actions, puissent être financées par un endettement massif. Ce qu'il en résulte, dans les situations de crise et de perte de confiance, ce sont des équilibres multiples. Donc en fait, l'équilibre multiple, c'est très simple, ça consiste à dire que quand le risque est réapprécié de manière défavorable, au lieu d'avoir un ajustement progressif du prix, on va passer brutalement d'un équilibre de prix haut à un équilibre de prix bas, donc les prix d'action ou les prix sur les marchés de change vont perdre 10, 15, 20% par jour pendant 2 ou 3 jours. On n'a pas d'ajustement progressif, on passe d'un équilibre à un autre équilibre. Alors tout ça est très important parce qu'on n'est pas resté en fait à des notions qui sont des notions théoriques. En fait, ça a connu des prolongements très concrets avec le développement d'indicateurs avancés de crise et de stress tests qui sont aujourd'hui généralisés. Alors pour conclure, la question de départ était qu'apprend-on de l'approche hétérodoxe des crises ? Ce qui est certain, c'est que de l'approche orthodoxe des crises, on n'apprend rien puisqu'il n'y a pas d'orthodoxe. L'approche orthodoxe des crises, il y a une approche orthodoxe de la gestion des crises, qui consiste en particulier à définir ce que sont les modalités optimales de prévention des crises, ce que doivent ne pas faire, en particulier les autorités publiques. Un système d'assurance des dépôts optimal qui ne sera pas mis en œuvre précisément parce qu'il est optimal, comment la Banque centrale ne doit pas renflouer les banques insolvables, ce genre de choses. Mais on n'a pas d'explication des crises, on a juste comment prévenir les crises en évitant d'avoir des modalités d'intervention publique justement qui seraient à l'origine du déclenchement de la crise. Dans l'approche hétérodoxe, ce qui est expliqué, c'est la crise déclenchée comme suite d'une série de mécanismes qui sont inhérents au système. Et c'est donc la notion de risque de système, donc qui dans un premier temps, disons pendant une quinzaine d'années, a été réfutée. Alors je l'ai écrit jusqu'au déni, le terme est fort, mais effectivement, jusqu'en 2005, jusqu'au début de la crise financière, on continuait dans l'approche orthodoxe à dire qu'il ne fallait renflouer que les banques qui étaient illiquides et laisser aller à la faillite les banques insolvables. Donc on était strictement focalisé sur la loi de Bagueot. On a bougé un peu depuis, mais c'est vraiment très récemment. Et donc pour conclure cette fois définitivement, donc quelles sont les pistes de recherche pour saisir la complexité des crises? En définitive, aujourd'hui, la formalisation, nos modèles théoriques ont relativement peu évolué. Le risque de système par essence, c'est un phénomène de réseau. Nous avons peu de modèles théoriques qui appréhendent les phénomènes de réseau. Et parce que nous avons un déficit de modèles théoriques sur ce point, nous avons peu d'applications économétriques qui est la capacité justement à caractériser les périodes de crise. Et donc sur ce point, beaucoup reste à faire et je laisse la parole aux spécialistes de ces approches transversales. Et je rends le micro. Merci. Alors, il va y avoir une petite pause de 2 minutes pour permettre, parce que je m'étonnais sur la tablette de n'avoir aucune question, donc de ne susciter aucun intérêt. Donc voilà. Et en fait, voilà, il va y avoir un numéro qui va apparaître, c'est le numéro, vous pouvez envoyer des SMS pour poser vos questions. Ces questions vont arriver sur une tablette, et ensuite je ferai un tri entre les bonnes et les mauvaises questions. Voilà. Bon, c'est assez désincitatif, ce que je raconte. Voilà. Non, pas le mot du monde. On groupera les questions à 10h.
les intervenants répondront à ces questions. Donc voilà le numéro où vous pouvez poser vos questions. Le modérateur, c'est moi, mais ça disparaît là. Ah, ça tourne en... D'accord. Bon. Enfin, notez vite, parce que pas plus d'une minute, quoi, quand même, parce qu'après, on va donner la parole à Pablo, hein, pour qu'il puisse faire son intervention. SMS non surtaxé. D'accord. Donc, lâchez-vous. Bien, bonjour. Donc, comme Antoine elle a dit, je suis physicien, donc que vient faire un physicien dans cette galère de l'économie, en fait, et des crises et des difficultés à comprendre. Donc, je vais prendre un point de vue un peu différent, qui est venu, disons, d'un travail un peu de bilan que j'ai fait pour un livre de vulgarisation qui va sortir dans quelques temps au Seuil. Et donc, je ne vais pas trop me permettre de critiquer ce qu'ont fait les collègues économistes, mais ça a déjà fait par ailleurs, donc et je ne suis pas le mieux placé. Donc, je vais attaquer une question un petit peu différente et un peu plus générale, avec mon regard de physicien. C'est, comme l'a dit Cécile, vous avez vu l'approche orthodoxe notamment, en économie, est très focalisée sur les mathématiques et l'usage des mathématiques, les équations, et certains économistes orthodoxes ont en tout cas une certaine fierté à défendre ce bagage quantitatif par rapport aux autres sciences sociales qui seraient moins formalisées et moins mathématisées. Et donc, venant de la physique où, effectivement, les articles, en apparence, sont moins mathématiques, en gros, on a moins besoin de légitimer nos trucs avec des maths, en gros, c'est ça que ça veut dire. Les économistes veulent mettre des équations pour faire sérieux, alors que les physiciens, on n'a plus besoin de ça, d'une certaine manière. Et donc, j'ai essayé de montrer un peu rapidement pourquoi on peut pas mettre la société en équation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, parce que vous savez que la physique a mis l'univers en équation, d'une certaine manière. Hein. Vous savez, je vais prendre un exemple simple pour aller vite, Newton, la gravitation universelle, la pomme, la lune, tout ça. Les succès de prédiction de cette approche mathématique de l'univers sont quand même assez incroyables. Disons, l'exemple le plus récent, vous savez, c'est cette fusion d'étoiles à neutrons qui a émis des signaux gamma et qu'on a su détecter. Donc on voit des choses et on comprend des choses qui se passent à des milliards de kilomètres, enfin des années-lumière, et on a une image de choses totalement insensées, de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer au temps de Newton, évidemment. Et j'ai pris l'autre exemple, et cette trajectoire, vous savez que la sonde Voyager est sortie du système solaire depuis quelques temps, et en fait, on peut retrouver un article des années 60, dont j'ai pris une image ici en bas, où un astronome de la NASA avait dit, tiens, en reprenant les équations de Newton, il va y avoir un alignement de planètes, Jupiter, etc., qui va permettre d'envoyer une sonde juste entre 76 et 78. Ça se produit une fois tous les 400 ans, 500 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, il ne faut pas louper cette opportunité-là. Il avait calculé une dizaine d'années à l'avance, parce qu'à ce moment-là, on peut utiliser l'effet fronde, disons, du passage près des planètes, pour envoyer une sonde bien plus vite et bien plus loin que ce qu'on aurait fait juste en mettant un petit moteur, si vous voulez. Donc vraiment, ça permet des calculs, et c'est des choses, voilà, cette sonde-là est maintenant aux confins du système solaire, 30 ans après, elle est pile là où on pensait qu'elle devait être. Donc vous voyez, il y a une certaine, un côté presque mystique, on pourrait dire, vraiment d'une puissance énorme des mathématiques, et même du temps, juste après Newton, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, mais il a beaucoup marqué les esprits. La dernière planète donc connue, qui était Uranus à l'époque, en fait, elle déviait des prédictions de Newton. Et donc les gens se disaient, peut-être que les équations de Newton, ça marche pas finalement, il s'est peut-être trompé quelque part. Et des gens ont quand même eu foi dans l'équation de Newton, et on dit peut-être que si la planète n'est pas là où elle devrait être, c'est qu'il y a une planète que personne n'a vue et qui l'attire pile du mauvais côté, on va dire, pour la faire dévier. Et donc des gens ont calculé, grâce aux équations de Newton, où devait être cette planète que personne n'avait jamais vue, quelle devait être sa masse, et après plein d'erreurs de calcul, ils se sont trompés, parce que ça fait 200 pages d'équations, si vous voulez, donc à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, on parle de 1800. Eh bien, on est quand même arrivé à trouver une planète totalement inconnue, donc qu'on a appelée Neptune, grâce aux équations de Newton. Donc si vous voulez, il y a une puissance, effectivement, qui fait rêver, toujours aujourd'hui. Et si, venant de la physique, on se dit, qu'en est-il de la puissance des mathématiques et des prédictions en économie ? Eh bien, je prends juste cet exemple ici, on sait bien que ça ne marche pas très bien, et donc deux collègues économistes ont fait un peu un bilan, c'est-à-dire qu'ils ont pris les prédictions de la croissance. Vous savez que c'est quelque chose qui est politiquement très important, puisque le budget est basé sur cette prévision de croissance,
Donc, ils ont comparé deux approches pour prédire la croissance. Une approche par les modèles d'économie, donc les modèles du FMI, de l'OCDE, etc., donc la prévision de croissance à 1 an. Et ils ont comparé cette prévision de croissance à un autre modèle beaucoup plus simple qui est la croissance l'année prochaine va être la même que cette année. Vous voyez, pas besoin de grandes théories ni de grands modèles, etc. Eh bien, je passe un peu rapidement, mais en gros, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux prédictions, d'accord? Même des fois, le modèle simple fait mieux que le modèle sophistiqué. Donc, en gros, vous voyez, je voulais partir de ce contraste entre l'énorme pouvoir de prédiction dans certains domaines de la physique et dans l'économie, donc pour voir d'où vient cet écart. Et en fait, j'ai essayé utilisant mon expertise de physicien, de montrer d'abord qu'en fait, cette mise en équation de l'univers, elle ne va pas du tout de soi. C'est-à-dire, on pourrait dire, oui, ça va bien parce que l'univers est au fond mathématique. Vous savez, il y a pas mal de mysticisme aussi d'ailleurs là-dessus. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Pour mettre l'univers en équation, et le monde naturel, si vous voulez, en équation, eh bien, en fait, il faut faire un travail de transformation énorme et qui, en gros, n'est pas possible dans les sciences économiques parce qu'on n'a pas de stabilité suffisante pour que l'approche mathématique soit intéressante. C'est ça, disons, le message final. Mais, disons, pour prendre un exemple de ce qui a été fait depuis Galilée, qui est le fondateur, on va dire, de la physique moderne, pour lui, expliquer un phénomène, ça va être transformer ce phénomène en un problème mathématique. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, en gros, c'est des maths, c'est facile, on n'a plus qu'à combiner quelques équations et ça marche. Mais disons, l'étape la plus compliquée, c'est de transformer un fait physique en un problème mathématique. Et Galilée est arrivé à faire ça, donc vous avez... au lycée, peut-être, vous vous rappelez avec plus ou moins de bonheur du plan incliné, du pendule, etc. C'est les premiers exemples où, grâce à la physique, on est arrivé à transformer un fait physique en un problème mathématique. Et le cas le plus célèbre, c'est le plan incliné, et c'est très intéressant, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas les journées de la physique, mais on a retrouvé un manuscrit de Galilée, que vous voyez ici, où il représentait en fait la chute de la... Oups, alors j'ai pas... Non, le pointeur c'est... là, à gauche, voilà, non, c'est ça. Voilà. Voilà, un plan incliné, en fait, où une boule roule et elle tombe ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait des mesures et il compare. Vous voyez ici, c'est écrit doveria, donc en italien, ça veut dire ça devrait. Donc il est capable de vraiment relier des calculs qu'il fait, que vous voyez ici posés dans la feuille, et ici, vous voyez des calculs mathématiques, à des choses de la réalité. Et grâce à ces travaux, on arrive à mathématiser un problème physique. Alors, je vais très vite pour donner en gros les 3 conditions qui sont nécessaires pour que les mathématiques deviennent fécondes. La première est un peu triviale mais très importante en fait, c'est que le fait physique que vous voulez transformer soit enregistrable. En gros, que vous puissiez l'écrire sur une feuille A4 et le décrire comme ça. Et vous voyez par exemple le plan incliné de Galilée, ça permet en gros de quantifier la hauteur, quantifier la longueur de roulement, etc. Donc c'est quelque chose qui semble évident, mais si vous voulez transformer maintenant le mouvement d'une feuille, d'accord, si vous prenez un truc comme ça qui fait ce genre de mouvement-là, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à décrire. Il faut des caméras ultra rapides pour quantifier ce mouvement. Et en fait, on ne sait toujours pas le faire en physique aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ne sait pas mathématiser. Deuxième ingrédient important, c'est Galilée, il s'est débrouillé à prendre une boule qui soit très dure, très polie, pour essayer d'éviter le frottement, en fait. Parce que le frottement, il ne sait pas le décrire mathématiquement. Donc, l'avantage de la physique, c'est que dans les laboratoires, vous pouvez enlever plein de phénomènes qu'on va appeler parasites, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une seule cause, et vous pouvez attribuer tout l'effet à cette cause-là. Et donc, Galilée peut dire, si la boule fait telle et telle chose, c'est juste parce qu'il y a de la gravité, il n'y a pas le frottement de l'air, comme avec cet objet que vous laissez tomber. Et ça, c'est un problème que les physiciens ont toujours, c'est-à-dire que vous devez simplifier votre problème, mais pas trop, parce que sinon vous vous retrouvez avec un artefact et vous pensez expliquer quelque chose et en fait vous êtes en train d'expliquer autre chose. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, ça arrive tout le temps. Et le troisième ingrédient sur lequel je veux passer un petit peu plus de temps aujourd'hui, c'est la reproductibilité du phénomène. C'est-à-dire que, en fait, pour que les maths deviennent intéressantes, il faut que vous trouviez dans le monde, et ça, il n'y a aucune recette miracle, c'est pour ça que la recherche, c'est quelque chose de passionnant et de difficile, trouver ce qu'on peut appeler un îlot de stabilité, c'est-à-dire une sorte de régularité du monde, donc qui peut être par exemple le fait que les planètes, en gros, reviennent tous les ans au même endroit, enfin toutes les X années au même endroit. Dans le cas de Galilée, c'est que cette loi de chute de la boule sur le plan incliné, elle ne dépend pas trop ni du matériau de la boule, ni de la hauteur du plan, ni de plein de choses. C'est un truc qui est relativement stable, et à partir d'une relation stable, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire des mathématiques, d'accord ?
Et la métaphore qu'on peut prendre, c'est cette idée du tigre. J'aime bien cette idée du tigre parce que, en gros, ce que font les physiciens, ce n'est jamais observer et mathématiser le monde tel qu'il est, mais c'est toujours dompter le monde d'abord, le transformer et ensuite appliquer les maths sur ce monde dompté, un peu comme un tigre si vous voulez. Un tigre qui saute dans un cirque, c'est pas le tigre sauvage que vous faites sauter dans un cerceau de feu dans un cirque, jamais ça pourrait arriver. Le tigre sauvage, vous n'y avez pas accès, il faut faire tout un processus pour le dompter, pour le faire donc, sauter comme vous voulez, d'accord? Et c'est ça en gros l'équivalent du monde dompté et mathématisable. Mais vous n'avez jamais accès au tigre sauvage, d'accord? C'est cette transformation-là qui est importante, et donc vous avez de la continuité et de la discontinuité entre le monde et le monde dans le labo. C'est discontinu parce qu'il faut le dompter, donc c'est pas le même, mais c'est assez continu parce que c'est le tigre que vous avez dompté. Vous pouvez pas mettre juste un petit robot qui va sauter, etc., d'accord? C'est vraiment un tigre que vous avez transformé, et vous pouvez pas faire n'importe quoi à un tigre. Voilà, et donc, le monde n'est pas vraiment mathématique. Si on arrive à faire des maths en physique, c'est parce qu'on l'a transformé grâce à ces îlots de stabilité. Et la chose qui arrive, c'est qu'en gros, en sciences sociales, il y a très peu d'îlots de stabilité. D'accord? Il n'y en a pas, en fait, ou très très peu. Donc on essaye de trouver des relations régulières, enfin, un peu régulières, des relations qu'on puisse reproduire, mais en fait, il y en a très très peu. Et le point de base, on va dire, de la théorie économique standard, qui sont ces agents économiques rationnels, l'homo economicus, en fait, c'est pas du tout un îlot stable, c'est pas du tout reproductible, et donc c'est pas un bon fondement pour faire des mathématiques. Et donc, dans ce cas-là, utiliser les mathématiques comme font dans beaucoup d'articles les économistes ou d'autres chercheurs en sciences sociales, c'est sans partir d'îlot stable. C'est un petit peu comme si vous aviez une maison que vous voulez approvisionner en eau, en mathématiques, en raisonnement formel, en faisant un tuyau super beau, super élégant, donc toutes vos équations, mais vous les reliez à quelque chose, à un réservoir d'eau qui est pratiquement vide, d'accord? Il n'y a rien au bout. Et donc vous avez beau avoir un très très beau tuyau, en fait vous n'allez pas avoir d'eau parce qu'au départ vous n'aviez pas de source, et donc vous n'aviez pas de stabilité. Ça, et donc il y aurait beaucoup d'autres choses, mais il faudra lire le livre évidemment pour les savoir. Donc le fait que c'est la spécificité des humains, c'est pas des atomes, ils sont sensibles à ce qu'on dit d'eux, d'accord? On fait des manips dans les labos, les électrons ils s'en fichent de ce qu'on fait d'eux. Quand on fait des manips avec vous, avec nous, bon, c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est aussi des différences. Et donc, en gros, d'une certaine manière, la logique maintenant, vous voyez, ça serait de transformer les humains pour les rendre stables, comme on fait en physique. Et ça, donc, je n'ai pas le temps d'y aller vraiment en détail, mais c'est une piste très intéressante, surtout avec l'intelligence artificielle et les robots. Et de plus en plus, en fait, la théorie économique devient pertinente, non pour les humains qui sont trop irrationnels, mais pour des agents intelligents en intelligence artificielle qui, eux, vont être beaucoup plus sages que nous et donc vont rendre enfin la théorie économique pertinente. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup. Ah. Le numéro SMS. Et non taxé. Je peux. Vous avez des questions? Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est la 3e fois que je participe aux journées l'économie à Lyon, et c'est toujours avec plaisir. Je dois commencer avec une confession. Je n'aime pas du tout la distinction hétérodoxe-orthodoxe. Les économistes ont un problème, c'est d'expliquer et comprendre les phénomènes économiques. Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une secte où chacun dit « mais les autres n'ont rien compris », etc. Un économiste orthodoxe, j'imagine tout de suite quelqu'un avec un grand chapeau noir, avec des cheveux comme ça. Et ce n'est pas comme ça. Notre problème, c'est simplement d'expliquer avec une certaine humilité les phénomènes économiques. Donc,
une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi chaque fois qu'une crise arrive, on est étonné, on est surpris, on dit mais on ne sait pas quoi faire exactement. Les économistes qui ont quand même étudié maintenant pendant plus que 200 ans les phénomènes, comment se fait-il que chaque fois ils sont surpris? Et je pense que l'explication est simple, c'est-à-dire qu'on a décidé ou on a évolué vers un système où on pense que le système libéral démocratique est la fin de notre évolution économique, et donc à partir d'Adam Smith, John Stuart Mill, etc., on est arrivé à une situation où on dit si seulement on laisse les gens choisir sans contrainte et sans limite du gouvernement, par exemple, on va arriver à une situation qui est socialement bénéfique. Et ça, c'est la main invisible de Adam Smith. Et évidemment, cette idée est très puissante, mais mal interprétée en général, parce qu'en réalité, Adam Smith n'a pas dit. C'est pur laisser-faire, et c'est ça qui va faire tourner le monde. Mais quand même, cette idée-là est, comment je peux dire, imbriquée dans nos modèles économiques. Donc, ce qu'on fait, c'est on construit des modèles qui sont, dans un certain sens, cohérents avec cette idée. J'essaie de construire un modèle où, si tous les gens sont libres de choisir, la situation va devenir socialement acceptable. Et on construit ce modèle autour des individus qui sont rationnels, qui savent exactement comment fonctionne le système dans lequel ils existent, et qui font systématiquement des choix totalement cohérents. Et tout le monde, dans ce modèle, comprend comment fonctionne le monde. Et comme a dit Tom Sargent, tous les agents à l'intérieur du modèle, l'économètre et Dieu partagent le même modèle. Donc c'est quand même une vision exagérée de l'intelligence et de la capacité de calcul des individus. Mais donc, quel est le problème avec ça? Le problème, c'est qu'on sait qu'en réalité, on n'a aucune raison de penser théoriquement qu'un système comme ça irait naturellement vers un équilibre qui est socialement acceptable. Malheureusement, on a démontré pendant les années 70 que le modèle standard qu'on construit n'a pas cette stabilité. Si ce n'est pas en équilibre, ça ne va pas naturellement se diriger vers un équilibre. Et ça, c'est terrible. Parce que la notion de la main invisible, c'est un mécanisme qui nous amène vers cet état. Et ce qu'on a fait, parce qu'on ne peut pas démontrer qu'une économie va aller dans cette direction-là, on a décidé d'étudier l'économie qu'à l'équilibre. Donc tous les modèles standards sont des modèles d'équilibre. Donc ce n'est pas étonnant quand une crise arrive qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on étudie les économies à l'équilibre et pas à l'extérieur de l'équilibre. Mais est-ce qu'on est dans un équilibre? Presque jamais, je pense. On a des périodes de stabilité relative et puis on a des mouvements. Et ces mouvements sont toujours attribués, comme a dit Cécile, à quelque chose extérieur, un choc exogène qui vient du ciel. Adam Smith a utilisé le terme de la main de Jupiter qui choque l'économie et tout d'un coup, c'est ça qui provoque une crise. Mais en réalité, ce qu'on veut comprendre, c'est le fait que ces crises émergent de l'intérieur du système. Ce ne sont pas des crises provoquées par quelque chose extérieur. Et une fois qu'on a compris ça, on a une vision totalement différente du monde. Et donc, le problème, c'est que si... Ah voilà, ça c'est juste... pardon, excusez-moi, ça c'est la main invisible. Et ce que Joe Stiglitz, un prix Nobel de l'économie, a dit, la main invisible est invisible parce que ça n'existe pas. Mais de l'autre côté, on a aussi le système financier. Et curieusement, jusqu'à récemment, le système financier n'était pas inclus dans les modèles macroéconomiques utilisés pour la politique. Et ça, c'est quand même extraordinaire parce que tout le monde est d'accord que
la relation entre les deux, le monde financier et le monde réel, est très important. Mais le problème, c'est que notre système devient de plus en plus global, de plus en plus lié entre le monde financier et le monde réel. Et tout le monde a dit, mais ce qui va arriver dans ce cas-là, c'est que le système va être plus stable. Parce que les risques sont de plus en plus répandus. Et donc, pour chaque partie du système, s'il y a un choc, ça va être petit en relation avec le système total. En réalité, exactement le contraire est vrai. Maintenant, s'il y a un petit choc dans le système quelque part, ça peut être transmis vers tous les autres parties. Donc, notre système devient de plus en plus fragile plutôt que de plus en plus robuste. Donc, voilà, vous voyez une illustration récente. Il y a quelqu'un qui est à côté là qui dit « Pouf, moi je pensais qu'on était en train d'acheter une maison. » Mais vous voyez là, tout ce qui est indépendant, qui est extraordinairement fragile, et quand ce petit système-là s'effondre, tout le monde est étonné, mais c'est parce qu'il y a cette interdépendance, cette fragilité à augmenter plutôt que diminuer. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que les économistes n'ont pas prévu la crise? Pourquoi nos modèles n'ont même pas la possibilité d'une crise? Et ça, c'est quand même quelque chose assez remarquable. Et ce qui arrive chaque fois qu'il y a une crise, c'est qu'on dit, on attend, on va revenir vers une situation normale, et entre-temps, on fait des mesures rapides et primitives, et on abandonne la théorie économique. D'accord. Donc, pourquoi cette fragilité? La notion des marchés efficaces qui est censée régler le problème du monde financier est basée sur les travaux de Bachelier. En 1900, il a écrit une thèse où il a expliqué que les prix sur les marchés financiers contiennent toute l'information nécessaire et donc ce monde-là s'auto-stabilise. Malheureusement pour Bachelier, le rapporteur de sa thèse était Henri Poincaré. Et qu'est-ce qu'il a dit, Henri Poincaré? Il a dit, non monsieur, vous vous êtes trompé, parce que la mathématique est très jolie, mais vous avez oublié une chose importante, c'est que les gens, comme vous voyez là, quand ils sont rapprochés, ils interagissent entre eux. Et conséquence de ça, c'est qu'ils suivent les autres, comme des moutons de panurge. Donc les gens n'ont pas cette logique que vous les attribuez dans vos modèles. Et malheureusement pour le pauvre Bachelier, il a une carrière assez lamentable après. Mais sa théorie persiste et aujourd'hui est toujours à la base de la plupart des travaux financiers. Voilà un exemple. Vous voyez le type en haut, il dit « I've got a stock here that could really excel. » Excel, sell, et tout le monde devient complètement fou. Et en bas, il y a un type qui dit « This is madness, I can't take it anymore. Goodbye. » Goodbye, bye. Et tout le monde recommence. Et à la fin, vous voyez, il y a un petit type au téléphone qui dit « Mais I've got a stock here that could really excel. » Et donc, vous voyez, le problème, c'est que vous avez ce genre de contingent sur une information qui est presque non existante. Et ça, c'est un phénomène qui perturbe les marchés et un phénomène qu'on doit prendre en considération. Donc, je vais, juste avant de terminer, vous dire que est-ce qu'il y a de l'espoir que des gens sont en train de construire des modèles un peu moins artificiels, un peu moins abstraits? Et la réponse est oui. Vous avez à l'OCDE un programme qui s'appelle New Approaches to Economic Challenges. Vous avez dans les banques centrales des gens qui construisent des modèles multi-agents. Vous avez dans une grande organisation de George Soros, INET, Institute for New Economic Thinking. Tous ces gens-là sont en train de travailler sur des modèles alternatifs et ne sont pas des hétérodoxes, avec toutes mes excuses, sont des gens dans des institutions importantes. Et je pense que c'est de là qui va venir
l'espoir pour l'économie dans l'avenir et peut-être pour éviter ou au moins diminuer l'impact des crises. Je termine avec les mots de Mervyn King, ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui dit « Nous devons éviter l'hubris de penser que nous comprenons comment l'économie fonctionne, juste comme nous devons éviter l'hubris de penser que de laisser les marchés agir selon leur gré nous amènera vers le nirvana. » Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc justement, on a parlé des crises. Les crises, c'est un instant, c'est un fait historique. Voilà. Donc je voudrais consacrer cette petite intervention à vous parler du rapport qui entretient entre l'histoire et l'économie. Justement, c'est un rapport qui parfois il est refusé par l'économie elle-même. Quand je parle de l'économie, c'est la science économique. Dans le sens que la science économique, j'utilise toujours le mot orthodoxe, elle adopte une approche taxonomique. Ça veut dire quoi? Qu'à partir de certains éléments, par exemple les préférences des agents, la technologie à disposition des entreprises et les ressources, les dotations dont les agents ont au départ, permet d'appliquer l'analyse économique à toute époque, à n'importe quel endroit spécifique. C'est pour ça qu'on appelle ça l'approche taxonomique, voilà, statique, atemporelle. Par contre, il existe des économistes, depuis longtemps, on les appelle plutôt les économistes historicistes, voilà, qui disent que l'histoire change, mais c'est pas évidemment qu'il change l'histoire, mais ça change, chaque époque demande une théorie nouvelle pour étudier l'époque elle-même. Ça veut dire que ça n'existe pas une seule théorie économique, ça existe une espèce de succession de théories économiques, chacune qui peut être appliquée à une époque déterminée. Par exemple, l'approche taxonomique est parfois critiquée parce que, selon cette approche, on pourrait étudier l'homme de Néandertal avec les mêmes outils méthodologiques que ceux qu'on utilise pour étudier l'entrepreneur chinois du XXIe siècle. Voilà. Donc, l'approche historiciste est quand même considérée comme hétérodoxe. Voilà. Alors, comment expliquer la crise avec une approche taxonomique, ça veut dire statique, c'est-à-dire une approche qui ne change pas avec le temps, avec l'époque, avec le lieu physique auquel on l'applique. Donc, comment expliquer la crise elle-même? Alors, parfois on utilise des modèles déterministes. Ça veut dire qu'à partir de ces éléments fondamentaux qui caractérisent les agents économiques, il y a une crise. Et ça éclate une crise. Parfois, le modèle déterministe, ça veut dire que déjà l'évolution du système est contenue dans la mécanique elle-même qui dégage des comportements individuels. Voilà. Ça veut dire que pourquoi on ne peut pas anticiper une crise? Il y a deux réponses possibles. Tout d'abord, comme disait Joseph Schumpeter, il disait qu'anticiper une invention, ça veut dire déjà inventer. On pourrait dire, au même temps, similairement, qu'anticiper une crise, ça permet déjà de l'éviter, parce que ça permet de mettre en place des mécanismes qui puissent l'éliminer, l'éviter. Donc c'est pour ça que je reviens justement à l'exemple de signes noirs, que déjà c'est rationnellement impossible d'anticiper une crise. Si on anticipe une crise, on va l'éliminer dès le départ. Voilà. Et, quelles sont les approches avec l'histoire? Le déterminisme, donc, ça veut dire qu'il y a une loi qui décrit l'évolution du système à partir d'une mécanique déterministe. Ça veut dire quoi? C'est une mécanique qui se dégage par elle-même. Pourquoi alors parfois il y a des phénomènes qu'on ne peut pas anticiper? Parce que normalement les systèmes économiques même déterministes sont très sensibles aux conditions initiales. Imaginez-vous par exemple que je décris un système, soit-il économique, soit-il physique, soit-il biologique, qui dépend d'un paramètre. Supposons que ce système est très sensible aux variations petites de ces paramètres. Ça veut dire quoi? Que ça suffit de bouger justement un tout petit peu ces paramètres, que la stabilité du système, ça veut dire la mécanique, la dynamique que ce système engendre, ça va changer d'une façon dramatique. Ça veut dire petite variation de conditions de départ,
ça aboutit à des grosses variations de la dynamique d'équilibre, d'équilibre ou hors d'équilibre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle parfois aussi la théorie des bifurcations, la théorie des catastrophes. Et évidemment, quand on étudie un système économique selon une trajectoire mécanique déterministe, on doit mesurer cette variable au départ. Sauf que mesurer avec certitude cette variable, c'est impossible. Donc ça veut dire que même si les économies se trompent d'un tout petit peu, les conséquences qu'ils vont engendrer sont très importantes. Voilà, donc je voulais maintenant passer aux théories de l'histoire et la théorie de l'économie. Vous savez très bien qu'il y a une théorie de l'histoire philosophique qui est la plus importante, c'est celle de Hegel. Pour Hegel, l'histoire suit, pour l'histoire se sert des agents, des individus, qui pensent poursuivre un plan individuel. Mais en réalité, ce sont des instruments inconscients au service de l'histoire. C'est ce qu'on appelle les ruses de l'histoire. Voilà. Donc, dans ces cas-là, la théorie économique, c'est très difficilement ça peut expliquer l'évolution de l'histoire, parce que les agents, ils ne se comportent pas selon le principe de rationalité individuelle, mais ils suivent un plan qui est justement dicté par l'histoire elle-même. Par contre, l'approche de Fichte, un autre philosophe allemand très important, il dit que les agents, voilà, sont rationnels, voilà, c'est-à-dire qu'ils transforment l'histoire. Ils transforment l'histoire selon des plans individuels, par exemple la poursuite de leur bonheur, la poursuite aussi parfois de buts de caractère idéaliste. Mais alors, la théorie économique peut bien reproduire elle-même, à travers de la modélisation mathématique, l'évolution de l'histoire. Ça suffit justement de connaître le but que se posent les agents. Voilà. Par contre, donc, pour Fichte, il y a une espèce de praxis. Voilà. Ce qui permet donc, à travers le principe de la rationalité, de reproduire avec la théorie la dynamique de l'histoire. Ensuite, il y a la théorie marxienne, et là, justement, c'est un peu différent. Ça part toujours de la théorie de Fichte, mais ça rajoute justement le changement, le but révolutionnaire. Ça veut dire, à travers la praxis, ça veut dire vraiment à travers l'action, voilà, les agents cherchent à changer le futur elles-mêmes, à bouleverser complètement la dynamique. Vous savez très bien que pour Marx, le passage du capitalisme au marxisme, ça se passe à travers une révolution, voilà, c'est-à-dire un point de discontinuité complète. Alors là, la théorie économique doit se taire, parce que, par définition, ça sera un but complètement fou, absurde, essayer d'anticiper de bouleversements radicaux comme c'est la révolution. Ensuite, donc, ensuite il y a l'approche, et ça c'est l'approche qui est le plus terrible, voilà, c'est l'approche de Heidegger, de Hannah Arendt, et voire aussi de certains existentialistes françaises, par exemple Sartre, qui dit que l'histoire est complètement irrationnelle. Ça veut dire quoi irrationnel? Il n'y a aucune loi qui puisse, de certaine façon, anticiper, décrire l'évolution de l'économie. C'est par exemple Heidegger, au début du siècle, du XXe siècle, il avait dit que par exemple, on assiste au triomphe de la technique. Et la technique, c'est quelque chose qui n'est pas au service des agents. Ça devient elle-même un peu en soi-même. Vous comprenez ça? Donc, si l'économie cherche à mathématiser, à formaliser le chemin de l'histoire à partir de la théorie de Heidegger et Hannah Arendt, il se retrouve complètement face à l'impossibilité de s'appuyer à quelques modèles. Parce que les modèles, comme disait M. Skirma, sont des modèles qui doivent reproduire une rationalité. Sans rationalité, on peut dire que tout peut arriver. Donc, on ne peut rien expliquer sans la rationalité. Donc, la conception de l'histoire comme quelque chose d'irrationnel, ça déclenche complètement la rupture entre la théorie économique et la théorie de l'histoire, la philosophie de l'histoire. Et sachez que la théorie, le courant de pensée le plus récent, c'est justement celle de Heidegger et de Hannah Arendt, qui a été repris pendant les années 50, 60, voire 70 par tous les essentialismes, surtout français. Donc, on se retrouve maintenant face à cette impuissance de la théorie économique vis-à-vis de l'histoire. Ce qui peut expliquer, par exemple, l'éclatement de la crise de 2007.
Là, ce n'est pas seulement un signe noir. Parce que les signes noirs, ça implique que la plupart des signes sont blancs. Par contre, pour l'approche irrationnelle de l'histoire, il n'y en a que des signes noirs. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi déterministe, voire aléatoire, qui puisse justement aboutir à remonter, à permettre de remonter à la dynamique de l'histoire. Voilà. Donc, je termine en disant que c'est ce dont parlait Monsieur Parent, la cléométrie. La cléométrie cherche d'étudier, d'interpréter l'histoire sous la base d'une approche taxonomique. Ça veut dire une approche qui suppose des agents rationnels, qui cherchent à maximiser des objectifs très clairs, des dynamiques d'équilibre en plus. Donc ça répond sur une conception de l'histoire rationnelle qui est plutôt, on peut la faire remonter à la conception de Fichte, surtout. Parce que déjà Hegel, c'est difficile parce que Hegel, les agents, c'est des instruments inconscients de l'histoire. Ils pensent de poursuivre des buts personnels, ils pensent d'agir dans leur intérêt. En réalité, ils sont au service de l'histoire. D'accord? Donc l'histoire se sert des agents pour poursuivre ce but spécifique. Donc c'est très difficile d'appliquer une théorie économique à cette histoire qui utilise la ruse justement pour promouvoir ce but. Donc, je dirais que l'approche qui est la plus compatible avec la théorie économique, la nouvelle histoire économie de l'histoire, qui c'est la cléométrie, c'est l'approche de Fichte. Voilà. Parce que déjà Marx, l'idée de changer d'une façon radicale le futur, ça prend en compte justement la possibilité qu'il y ait des ruptures paradigmatiques. Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait changer de théorie. Qu'il y a une discontinuité, pas seulement dans l'histoire, mais aussi dans la théorie qui se propose de décrire cette histoire. Il faut autant d'histoire que de théorie économique. Donc, on reviendrait en arrière vers l'approche historiciste, d'accord, qui considère que pour chaque situation, pour chaque pays, pour chaque époque historique, il doit y avoir une théorie différente. Voilà, l'approche pour l'instant orthodoxe, il est par contre celui taxonomique. Il pense d'avoir la même méthodologie, une méthodologie tellement puissante qu'on peut l'appliquer à n'importe quelle époque historique, à n'importe quel endroit spécifique. Donc voilà, ça je veux rajouter que peut-être l'approche hétérodoxe, au-delà de tout ce qui a été dit auparavant, ça tient en compte le fait qu'il doit y avoir un pluralisme d'approche, parce qu'il y a une pluralité de situations différentes, dont chacune a besoin d'une explication différente. Ça, c'est peut-être l'approche marxienne, c'est-à-dire l'histoire avance par étapes, par des changements radicaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous les intervenants. J'espère que vous avez trouvé ça riche et intéressant. Donc, les intervenants ont tenu parfaitement le temps imparti. Il reste 25 minutes pour répondre aux questions. Mais avant, alors j'ai toute une liste de questions. Là, je vais les regrouper de telle sorte que chacun de nos intervenants puisse répondre et je vais m'exclure du lot. Je vais jouer le rôle de Monsieur Loyal. Mais avant, je ne résiste pas au plaisir de vos remerciements. Bravo, c'est du concret, dit l'un. Bravo, première conférence où les intervenants se mettent au niveau de la salle et ne se croient pas en CM, c'est-à-dire en cours magistral. Passionnant. Bon, bah écoutez, merci à vous. Bon, en tout cas, ces deux-là. Bon, voilà. Alors, pour les autres, ça ne va pas du tout, hein, parce qu'il y a des questions qui... Non, les questions sont très intéressantes, donc je vais les regrouper par... bon, alors là, c'est vraiment... Pardonnez-moi, c'est le premier à avoir dégainé. Bon, à quand la prochaine crise financière? Pourtant, on lui a dit que ça ne savait pas. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent parmi vous répondre à cette question. À quand la prochaine crise financière? Je pense qu'on peut sauter à la deuxième question. D'accord. Ah, Cécile a des éléments de réponse. Du côté des hétérodoxes, alors? Du côté des hétérodoxes, pas nécessairement. Ce qui est intéressant, alors je vais répondre en fait en creux à cette question. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en cours d'année 2016, donc il y a 18 mois à peu près, on avait des rapports type Banque des règlements internationaux, Autorité des marchés financiers pour la France qui étaient très alarmistes sur l'accumulation, sur la dégradation d'indicateurs de risque, en particulier aux États-Unis, sur les défaillances des entreprises, sur les primes de risque des entreprises qui émettent des obligations qui sont considérées comme d'un niveau de risque très élevé. Et habituellement, quand ces indicateurs se dégradent, c'est irréversible.
Quand on commence à avoir, on regarde les régularités historiques justement, quand on commence à avoir un début de pente et que ça se confirme sur 6 mois, 12 mois, après ça devient très compliqué en fait de ne pas avoir une crise à terme. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ici, pour la première fois depuis relativement longtemps, les indicateurs de risque se sont tous améliorés sur 2017. Et quand on prend les rapports pour cette année, ils sont beaucoup moins alarmistes. Alors en fait, pour une raison simple, qui était que la baisse des prix du pétrole a rendu à nouveau profitable l'exploitation pétrolière, en particulier non conventionnelle aux États-Unis, que les primes de risque sur les titres les plus risqués sont très liées à ce type d'activité, que les défaillances sont revenues à un niveau qui est proche de la normale. Alors par contre, c'est vrai que les indicateurs de marché d'actions aux États-Unis sont à des niveaux qui sont très loin de leur valorisation fondamentale, mais en tout cas, sur les indicateurs de risque sur lesquels on est habituellement focalisé, pour la première fois depuis longtemps, on a eu les prémices d'une crise sans la confirmation. Alors la crise peut venir d'ailleurs, évidemment. Voilà, je rends le micro. Merci beaucoup Cécile. Alors, tu avais une autre question qui t'était adressée, c'était peut-on, mais enfin bon c'est vraiment un peu technique, donc c'était, d'ailleurs, peut-on facilement faire accepter une théorie orthodoxe dans la communauté économique? Donc je pense que c'est plutôt, peut-on facilement faire accepter une théorie hétérodoxe? Je pense que c'est peut-être le mécanisme de la ruse de la raison qui est à l'œuvre, là, donc est-ce que... Alors, c'est l'épreuve, oui, très rapidement. Donc, c'est l'épreuve des faits, en réalité, sur des éléments très concrets comme l'origine des crises. Dans les modèles les plus utilisés, comme par exemple le modèle de crise bancaire de Diamond et Dybvig, l'origine de la crise, c'est un choc exogène, donc qui est non expliqué par le modèle, sur les dépôts. À un moment donné, pour une raison qui n'est pas expliquée, les déposants décident massivement de retirer leurs dépôts, et donc la banque est conduite à liquider une partie de ses investissements en l'absence de système de gestion de crise. Et ce modèle n'intègre absolument pas la possibilité que la banque ait pu faire des investissements risqués. Tout se passe au passif de la banque, ce sont les déposants qui retirent. Même dans des modèles très récents de rationnement du crédit sur les marchés interbancaires, on retrouve la même hypothèse de choc exogène. J'ai tendance à dire qu'en fait, l'inertie est très forte. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, il y avait une question qui va s'adresser conjointement à Alan et à Pablo. C'est... Faut-il alors faire une économie sans maths? Ça a l'air de marcher, donc je vais prendre ça. Alors, disons, si je dois répondre d'un mot, je dirais oui, mais quand même, ça serait un peu trop court. Donc, ce que je veux quand même dire, c'est que donc c'est pas un problème idéologique, d'accord? C'est pas que je suis contre les maths, etc. On voit bien qu'en physique, c'est fécond, et donc j'y vais, je fais des maths, etc. C'est juste une question de pratique. On regarde, est-ce que ça marche pas? Ben, honnêtement, ça marche pas très bien. Et donc, alors... Pourquoi? C'est parce que faire des maths qui ne sont pas nourris, comme j'ai dit, par ces îlots de stabilité, donc par les labos, etc., donc des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire en physique qu'en économie, bien sûr, hein, c'est comme ça. Donc des maths qui ne sont pas nourris par ces îlots de stabilité, c'est des trucs qui tournent à vide, si vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc une des questions que j'ai espionnées, c'est est-ce que du coup il faut laisser tomber la microéconomie? Donc à partir du moment où la microéconomie repose, donc mes collègues me corrigeront, mais sur cette idée d'agent rationnel, l'homo economicus, etc., bah, ça c'est vraiment pas du tout un îlot de stabilité, d'accord? C'est vraiment, voilà, ça marche pas, sauf à nous remplacer par des machines, ce qui viendra peut-être bien, et là elles seront vraiment beaucoup plus rationnelles et ça marchera, et je pense que c'est une des pistes vraiment à explorer. Donc j'analyse, disons, dans le bouquin, cette idée qu'on serait des atomes sociaux, vous voyez, à partir desquels on pourrait bâtir la société en nous mélangeant comme on construit les matériaux, en combinant les atomes. Cette analogie est vraiment très très mauvaise, donc ça ne marche pas du tout. Donc, et ce scepticisme, on va dire, à propos des modèles mathématiques, que vous rajoutiez du chaos, des interactions, ou etc., ça ne va pas changer grand-chose. Donc je suis moins optimiste qu'Alain là-dessus. C'est-à-dire, c'est bien d'enrichir la palette de modèles disponibles pour ne plus être prisonnier de l'équilibre et que voir qu'il y a de l'équilibre partout, alors que c'est juste dans vos modèles qu'il y a de l'équilibre. Donc c'est bien d'avoir des modèles où vous n'avez pas d'équilibre, où c'est beaucoup plus complexe, mais ça ne veut pas pour autant dire que ces modèles plus complexes vont être bien meilleurs que les modèles d'équilibre nécessairement. D'accord ? Ça reste toujours des maths sur des bases très fragiles. Donc il faut être aussi modeste et aussi sceptique par rapport à ces modèles que par rapport aux modèles d'équilibre. Et donc, est-ce qu'il n'y a aucune place pour les maths? Je dirais non, c'est quand même pas vrai. Donc il y a deux places vraiment où les maths sont très fécondes. La première, c'est vous pouvez faire des petits modèles simples
comme les économistes aiment bien les faire, et disons, c'est un bon moyen de tester des modèles que vous faites de toute façon implicitement. Vous faites toujours des modèles dans votre tête pour interpréter la réalité, et donc les mathématiser un peu, ça peut tester un peu la robustesse, les rendre un peu plus cohérents, donc ça peut être intéressant comme outil de pensée, mais il faut se méfier de l'application de ces modèles-là à la réalité. Et deuxième endroit où j'ai trouvé que les maths pouvaient être vraiment intéressantes, c'est une utilisation un peu de logistique, si vous voulez, des maths. C'est-à-dire les maths, ça permet, par exemple, quand vous faites des stats et que vous voulez voir si les femmes sont discriminées au niveau de salaire, d'accord? Vous ne pouvez pas juste regarder une ou deux ou trois femmes et essayer de comparer. Vous essayez, il faut examiner un grand nombre de cas, un pays entier, ou etc. Et à ce moment-là, y avoir des outils qui permettent de rendre comparables toutes ces situations qui ne sont jamais comparables parce que c'est pas le même niveau de diplôme, c'est pas le même âge, c'est pas le même métier, c'est pas etc. Donc les maths permettent d'homogénéiser un peu tout ça et de faire des choses, toutes choses égales par ailleurs. Et donc ça, c'est utile pour essayer de mettre en lumière des discriminations vraiment de manière générale. Et là, les maths sont bien. Mais c'est en partant des données, quoi. Voilà, on va... Non, juste pour ajouter quelques mots. Le problème, par exemple, de la formalisation des constructions des modèles, il y en a deux problèmes essentiellement. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On produit un petit modèle qui est un genre de carte du territoire qu'on veut étudier, et puis on examine cette carte. Mais le problème, c'est que souvent c'est très difficile. Donc on diminue, on purifie, on trouve un modèle qui est de plus en plus pur, et comme un philosophe chinois a dit, si l'eau est trop pure, il n'y a plus de poissons. Et dans un certain sens, c'est exactement ce qui nous arrive. On construit un modèle, et c'est tellement simple. On peut le résoudre, mais ça n'a rien à voir nécessairement avec la réalité. Deuxième chose, c'est qu'on dit, voilà, cette utilisation des méthodes formelles, en particulier les maths, est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est quelqu'un qui a dit, mais c'est exactement si on veut traverser la Manche. On peut le faire à la nage. Et tout le monde applaudit, c'est remarquable. Et ça, c'est de dire, je vais éviter tout problème de mathématisation, de formalisation. Mais quelquefois, ce n'est pas la façon la plus facile de traverser la Manche. Quelquefois, c'est utile d'avoir des maths ou des formalisations. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se bloquer sur une vision particulière. Et c'est ça, l'idée est qu'on est dans un monde qui évolue tout le temps. Et nos modèles actuels ne captent pas cette idée-là. C'est-à-dire que le monde change. On ne peut pas avoir un modèle, comme a dit aussi Francesco, qui va fonctionner n'importe où dans le monde, malgré l'évolution des institutions, etc. Donc c'est là le dilemme face auquel on se trouve. Merci beaucoup. Justement, une question pour Francesco, qui touche aux théories de l'histoire et comment. Alors, faut-il faire des théories sans mathématiques, uniquement reposant sur l'histoire, alors que celle-ci, l'histoire, ne se reproduit pas? Quel serait le pouvoir explicatif de modèles reposant uniquement sur le passé? Voilà, je pense que ton intervention, il faut des éléments que je veux rappeler. Oui, justement, la théorie économique moderne, elle reconnaît l'existence qu'une seule théorie applicable à toute l'histoire. C'est ça la question. Par contre, l'approche historiciste dit que l'histoire elle-même est porteuse de nouvelles théories. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des changements historiques considérables, il doit y en avoir une nouvelle théorie. Donc, c'est la théorie qui doit plus ou moins suivre l'évolution de l'histoire. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, selon les économistes, disons, orthodoxes, c'est l'histoire qui s'adapte toujours à cette théorie qui est, par définition, statique, taxonomique. Quand je dis statique, ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas l'existence d'une dimension temporelle. Même quand la même théorie économique est dynamique, ça veut dire étudie l'évolution d'un système économique, il le fait à partir des mêmes actions de base. C'est-à-dire, pour l'économie orthodoxe, à partir... Pareto, il disait une chose très claire. Vous savez, Pareto, ça a été un grand économiste du XXe siècle, italien. Il disait, vous me donnez la radiographie d'un agent, et quand il parlait de radiographie, il disait les préférences d'un agent, et à partir de ces préférences, je peux vous dire qu'est-ce qui va se passer d'ici jusqu'à l'éternité. D'accord? Parce que s'il y a cette notion de l'invariance
de ce qui sont les données de l'économie. Par contre, une théorie de l'histoire, comme c'est la question qui vient d'être posée, c'est une théorie qui doit considérer que ce n'est pas seulement les préférences qui vont changer. Ça, le reconnaît aussi la théorie néoclassique. Il est clair. Il n'y a personne qui dit que les préférences des agents, ils restent toujours les mêmes. Nous évoluons. Voilà, il y a une dynamique de nos préférences. Quand nous sommes enfants, nous avons certaines préférences. Quand nous vieillissons, nous avons de nouvelles préférences. Voilà, non, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait arrêter, selon les orthodoxes, d'interpréter l'histoire comme le fruit de ces éléments qu'on appelle les fondamentaux, qui sont justement, selon la théorie orthodoxe, à la base de toute la mécanique de l'histoire. Non, l'histoire est en soi-même porteuse de quelque chose qui dépasse l'individualité. C'est ça la question. Une notion cumulative de l'histoire, c'est-à-dire une notion holistique de l'histoire. Ce qui se passe à niveau agrégé, ce n'est pas forcément la somme, l'addition de tous les composantes individuelles. C'est ça le grand clivage. D'un un côté, c'est ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que chaque phénomène social, économique, voilà, est réductible à l'individu. C'est l'individu qui est le cœur du système socio-économique, politique, voire comme ça. Ou bien imaginer qu'il y a des phénomènes qui dépassent largement l'individualité de tous ces composantes. C'est ça la grande question. Par exemple, Marx, je termine avec ça, pour Marx, la force qui donnait lieu au changement historique, ce n'était pas l'individu, mais c'était quelque chose d'agrégé, c'était la classe sociale. Marx, il ne parlait pas d'individus, il parlait de capitalistes, de travailleurs, d'entrepreneurs, c'était des classes agrégées. Pour Marx, ça n'existait pas l'individu. Par contre, aujourd'hui, on met à la base de tout processus historique l'agent, l'individu. Hors de l'individu, rien n'existe. Oui, oui. Juste ajouter un mot. Pareto, père de l'économie mathématique, lui a dit plus tard dans sa vie, je pense que les gens passent un certain temps à prendre des décisions non rationnelles et le reste de leur temps à rationaliser ces décisions. Ça, c'est l'humour légendaire de Alan. Voilà. Alors, la question de 10h06, la question qui tue. Je ne sais pas trop quoi penser finalement de la cliométrie et de son utilité. Voilà. Donc, si j'avais envie de répondre par provocation, je dirais que je sois pendu si je ne l'ai jamais su. Mais il me semble malgré tout que la cliométrie a une certaine utilité. Vous avez plusieurs approches ou conceptions du monde, on va dire. Vous pouvez faire une histoire narrative. Au premier niveau, la narration. C'est la tentation, je dirais, de beaucoup qui considèrent que chaque événement est spécifique, on ne peut pas le reproduire, etc. Et que donc il faut se baser sur des sources originelles, les retrouver, les exhumer, et que voilà. Donc l'histoire est narrative. Bon. Vieille question, celle des modèles implicites qu'ont en tête les analystes, enfin j'appelle l'analyste, les historiens, ceux qui vont se pencher sur des choses. C'est Vogel, celui qui a eu le prix Nobel en cliométrie, pour ses travaux en cliométrie quantitative, North étant celui qui avait eu la même année, en 1993, le Nobel pour ses travaux sur l'économie institutionnaliste, la cliométrie institutionnaliste, posait très bien le problème. Il disait qu'en réalité, la cliométrie, phase 1 de la cliométrie, et nous essayons ici de construire une phase 2 de la cliométrie. C'est pour ça que j'ai la faiblesse de penser que malgré tout ça sert à quelque chose. C'était quoi l'idée? C'était de dire que, eh bien, la cliométrie, disait Vogel, donc phase 1, c'était introduire l'hypothèse d'individualisme méthodologique dans l'histoire. C'est un moyen de résoudre et de tester les hypothèses implicites que beaucoup d'historiens économiques ou d'économistes historiens ont en tête. C'est-à-dire que lorsque vous avez uniquement une histoire narrative, alors, certes, vous pouvez exhumer des sources, bien évidemment, mais vous êtes forcé de les réinterpréter et vous avez toujours en tête, hein, c'est le subjectivisme de chaque analyste face au texte, un modèle sous-jacent. L'hypothèse d'individualisme méthodologique, nous dit-il, sert à exhumer et tester ces propositions implicites. Donc c'était l'apport de la cliométrie. Nous considérons ici que l'hypothèse d'individualisme méthodologique ne rend pas compte de la richesse et la complexité des interactions. Donc l'idée de cette deuxième cliométrie serait d'essayer de, en mobilisant des outils empruntant à l'analyse des interactions, ce qui existe en économie de la complexité, ce qui existe aussi en physique et en biologie, de voir comment on pourrait restituer et rendre compte, bâtir des modèles explicatifs de l'histoire. Bon. Donc vous voyez, enrichissement
de l'approche de l'individualisme méthodologique par la mobilisation par un champ des SHS, l'histoire économique, mobilisant d'autres disciplines qui permettent de tester un certain nombre de propositions. Deuxième intérêt de la cliométrie, outre celui-ci, donc enrichir l'analyse de l'histoire de méthodes qui jusqu'à présent n'ont pas encore été testées, c'est, comment dire, essayer de voir ce qui dans l'histoire a une part de récurrence et ce qui est véritablement spécifique. Ça, c'est une question très importante parce qu'on a l'impression que, telle que la division des disciplines existe aujourd'hui entre historiens et économistes, les historiens repoussent les cliomètres qui font partie des économistes en disant « vous faites de la quasi-histoire ». Vous imaginez qu'on peut réduire ce que vous racontez à un modèle testable, etc. C'est un non-sens, l'histoire ne se reproduit pas. La distinction entre sciences humaines et sociales et sciences expérimentales, par exemple, l'économie n'en serait pas une, l'histoire encore moins. Bon. Donc, on aurait d'emblée la nécessité de se positionner comme une histoire narrative qui serait faite d'événements, comment dire, incommensurables, spécifiques. L'histoire est linéaire, mais on ne peut pas en prédire son cours, etc. Seule la narration, seul le niveau de la narration doit permettre d'en rendre compte. Bon. Alors ça, c'est une première chose. Alors précisément, le fait de mobiliser des modèles plus complexes d'explication, c'est un moyen de faire un peu la part des choses dans ce débat, d'analyser véritablement ce qui dans l'histoire est phénomène de récurrence, et ce qui est lié à des contextes institutionnels spécifiques, sans préjuger aucunement du fait que la barrière est irrémédiable entre les sciences humaines et sociales et d'autres disciplines qui mobilisent des mathématiques. Donc je pense qu'il y a un intérêt véritablement de la cliométrie qui est de rendre explicite des mécanismes sous-jacents qui n'ont jamais été testés jusqu'à présent, faute d'avoir mobilisé ces instruments. Donc je pense que la cliométrie se doit d'être, est véritablement enrichissante en elle-même. Tester des propositions qu'on a sur l'histoire passée, ça c'est un élément, et jusqu'à présent on n'a pas mobilisé tous les mécanismes et toutes les modélisations sous-jacentes possibles. Et c'est ça qu'on tente de faire à CAC, Cliometrics and Complexity, de voir s'il n'est pas possible de révéler, alors c'est un terme qu'adorent les économistes, revisiter l'histoire, on revisite toujours tout dans des cadres de modèles, etc., mais tester des propositions, soumettre l'histoire en quelque sorte à la question, c'est appliquer en fait une démarche scientifique en utilisant des modèles neufs. C'est une démarche de recherche et on ne voit pas pourquoi l'histoire, enfin nous ne concevons pas l'histoire autrement et pouvant échapper à cette démarche de recherche. Voilà. Alors là, j'en ai terminé. Alors il y avait avec cette question. Comme j'aime beaucoup la provocation, la provocation a atteint son comble à 10h16 et à 10h18, n'est-ce pas? Alors à 10h16, c'était « La science économique sert-elle à quelque chose ?» Et ensuite, pire encore, « Comment comprendre autrement les crises ?» Voilà. Donc, il nous renvoie. Alors, qui a envie de répondre à ça? Je répondrai à la deuxième peut-être tout à l'heure, mais à la première question, à quoi la science économique sert-elle encore à quelque chose? La science économique sert-elle encore à quelque chose? Les bras nous en tombent des cuisses, puisque justement nous cherchons à enrichir, non pas la science économique, mais à enrichir l'analyse de l'histoire à partir d'outils économiques. Mais bon, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette question? Je vais commencer très rapidement. Je dirais que comme on a développé aujourd'hui, je pense que ça sert comme discipline intellectuelle intéressante, avec des puzzles intéressants, mais il y a une séparation entre ça et les problèmes réels du monde qui est assez perturbant. Et c'est Menku, qui est un économiste, pour utiliser les termes ici, qui est loin d'être hétérodoxe, qui était chef des conseillers économiques aux États-Unis, qui a dit que ce que j'ai vu, c'est que tout ce qu'on a fait en économie théorique pendant les 30 dernières années n'a eu presque aucun impact réel sur la politique économique. Et c'est là où on a un problème. C'est-à-dire qu'on s'est séparé deux choses. C'est devenu de plus en plus élégant, de plus en plus général, mais de moins en moins lié
à nos problèmes réels. Et je pense que ça, c'est aussi reflété dans les commentaires de Thomas Piketty, par exemple. Quelque part, cette séparation entre un exercice intellectuel et les problèmes réels auxquels on se trouve face auxquels on se trouve tout le temps. Et c'est là où on a des problèmes. Ce n'est pas que c'est inadéquat intellectuellement, mais c'est que pratiquement, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense que c'est parce qu'une vision d'un monde stable, où je dis, mais de temps en temps c'est perturbé, mais ça revient. Et pendant le temps que c'est perturbé, j'ai rien à dire. Et après, je peux vous dire ce qui arrive pendant que l'économie est calme. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont très bien quand il n'y a pas de perturbation. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les crises. C'est les perturbations. C'est là où il y a des problèmes. Et c'est là où on n'arrive pas à modéliser. Il est 27, donc il y a deux questions très intéressantes. Donc on va aller très vite. Je vais laisser la parole à Cécile pour conclure sur une question bien spécifique. Là, il y a un intervenant qui nous dit, enfin un participant qui nous dit le problème c'est le temps. En maths, le temps n'existe pas vraiment. C'est un temps parfaitement réversible alors que l'économie est plongée dans l'histoire. Elle serait plus près, donc l'histoire, du principe de thermodynamique de la physique. Moi je pense tout à fait que, si vous voulez, effectivement, la cliométrie emprunte davantage une conception liée à la physique, tout à fait. Et le rêve, disons, de tout cliomètre est peut-être d'essayer d'identifier une physique sociale, de réaliser une physique sociale. C'est pour ça que, alors je ne sais pas si c'est un vœu pieux, de l'utopie, etc., mais il est clair qu'une pensée, disons, de nature plus algorithmique, pour intégrer des caractéristiques institutionnelles données, voyez, peut être une réponse à l'analyse de systèmes organisationnels spécifiques dans l'histoire. Bon. Donc c'est une remarque tout à fait judicieuse, à mon sens, de l'intervenant. Et une dernière question maintenant, pour Cécile. On passe à Cécile, mais le physicien à côté de toi ne peut pas laisser complètement passer ça, et donc on va dire que je ne crois pas plus à la physique sociale qu'à l'économie standard aujourd'hui, parce qu'en gros c'est toujours de la légitimation, soit par les maths, soit par la physique, donc il faut se méfier de ça. Donc on enrichit, d'accord, mais il ne faut pas trop exagérer non plus. Donc en tant que physicien, je ne crois pas plus à la thermo qu'à autre chose. Mais enfin bon. Alors, je vais profiter du micro, en fait, pour apporter un élément de réponse, peut-être pas complémentaire, mais un peu différent sur la question précédente à laquelle Alan Kiernan a répondu, pour dire qu'en fait, si l'économie... Alors, l'économie sert-elle à quelque chose? Alors, c'est pas du tout une tentative de dédouanement quelconque des économistes, mais le fait est qu'il y a une différence entre l'analyse économique qui est produite et la prise de décision. Il a été beaucoup dit au cours de ces journées, dans les sessions auxquelles j'ai assisté, que les économistes avaient été incapables de prédire la crise. C'est vrai dans l'immense majorité des cas. Il y a quand même un article qui a eu un retentissement considérable qui s'appelle Has Financial Development Made the World Riskier, qui est écrit par Rajan, qui a été gouverneur de la Banque centrale d'Inde, très charismatique en 2005, sur la base d'un discours qui a été prononcé dans des circonstances particulières. C'est le départ en retraite d'Alan Greenspan, qui a été un gouverneur de la Fed aux États-Unis, qui est à l'origine de la période de taux d'intérêt bas qui a précédé la crise, en fait, justement la crise de 2007. Dans le papier de Rajan de 2005, il y a tout, ou pratiquement tout quand même. Bon, voilà. Alors c'est vrai qu'il a reçu à ce moment-là une audience qui n'était pas celle qu'il méritait, mais le fait est que le papier existe. L'autre question, c'était en fait sur la possibilité d'avoir recours à des mécanismes de type collaboratif. Alors, je vais aller vers un type de réseau spécifique qu'on appelle le blockchain, en fait, qui est le réseau qui est utilisé pour le règlement des transactions en Bitcoin en particulier, qui consiste, au lieu de passer pour le règlement d'une transaction par un organisme centralisateur, à mettre tous les utilisateurs du système en réseau. Et donc, l'une des idées qui est discutée aujourd'hui, c'est d'organiser les marchés d'actions de la même manière que les réseaux de transactions en Bitcoin, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bourse qui centralise l'intégralité des transactions et du carnet d'ordre, le carnet d'ordre est enregistré sur chacun des utilisateurs du réseau. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est pas uniquement une modalité technique d'organisation. Aujourd'hui, les marchés d'actions à 70%, ce sont des transactions à très haute fréquence, donc à quelques microsecondes. Ça génère des phénomènes de volatilité, en particulier de flash crash,
On est incapable de contrôler. Si on venait à des phénomènes de réseau dans lesquels les connexions impliquaient non pas un organisme qui centralise, mais des informations qui soient relayées sur l'ensemble des opérateurs à chaque transaction, ça veut dire que ça ralentirait considérablement la vitesse d'exécution des transactions et de fait, ça réglerait en très grande partie la problématique de la haute fréquence et donc la problématique des chocs de volatilité et des flash crash dans lesquels on peut voir jusqu'à 30 ou 40% de baisse des cours en 10 minutes, à peu près, quelque chose comme ça. Merci. Merci beaucoup. Il est 10h32, on est obligé d'arrêter. Merci à tous.